Bonsoir, on est live, on a de la bande passante, j'ai du chauffage, donc je suis content. Alors, on va peut-être faire un tour de table pour se présenter, et puis je parle des thèmes qu'on va aborder, ou ouais. Donc moi c'est Bjorn, j'ai une chaîne consacrée à l'autonomie. Steven, je t'en prie. Ah, j'ouvre les hostilités. Bonjour Vas-y. tout le monde, je m'appelle Steven. J'anime la chaîne et le blog Citoyen Prévalent. Ah, il y a un faucon et un flou. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je On t'entend bien, en tout cas. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, on t'entend, mais il y a un petit écho, il y a une espèce d'écho. Ouais. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Steven, j'anime le blog et la chaîne Citoyen Prévoyant. Et oh là là, il y a plein d'échos. Il y a un écho qui doit venir de chez Bjorn. Alors, je vais couper mon micro pour voir si ça vient de moi. Tac. Bonjour à tous. Bah non, c'est moi. Hein. Il vient d'ailleurs. Je comprends pas. On t'entend très bien, en tout cas. Toi, Nicolas, on t'entend pas. Oh, comme c'est trop la merde le live dès le début. Il y a 2 minutes, ça marchait à peu près. Donc, on va faire un autre essai. Alors, bonjour à tous, c'est Steven de la chaîne Citoyen Prévoyant. Et je suis content d'être là ce soir pour échanger avec vous. Ok. J'enchaîne. Vas-y, Nicolas. Ok. Donc, Nicolas, j'ai également une chaîne YouTube, Autrement Permaculture, où je parle donc d'aquaponie, de permaculture, mais aussi donc de résilience en général. Sinon, j'ai la quarantaine passée, je suis père et voilà, je réside en Île-de-France. Voilà. Pierrot, vas-y. Bonjour à tous. Alors, ça me fait plaisir que Bjorn nous invite. Salut Stéphane, Nicolas, Steven, Nicolas. Et puis, moi, je suis un écrivain depuis une dizaine d'années. Avant, je faisais complètement autre chose. Et j'ai une petite chaîne YouTube toute petite, mais c'est surtout des livres qui marchent bien. Et puis, bien, je suis en Suisse, peut-être, à la différence de vous trois. Donc, ça va être intéressant de voir les différences d'organisation dans les thèmes que l'on a choisis par rapport à deux pays voisins, mais très différents. Ok. En fait, le son, il est niqué chez tout le monde, là, hein, j'ai l'impression. Moi, le son, il est bon. Dans les commentaires, est-ce que vous pouvez me dire si mon son à moi est bon, s'il vous plaît? Oui. Le son, c'est la cata, dit Tiffany. Ouais. Écho aussi chez Pierrot. Oh là là. Débranchement. Est-ce que là, c'est mieux? Non, il y a toujours un truc. Hein. Il y a un écho. Hein. Ouais. Apparemment, il y a un problème de son. Donc, c'est pas chez moi. Ah, moi aussi, j'ai un écho. A priori. On va couper nos micros un par un, comme ça, on va essayer de détecter d'où vient le problème. J'ai coupé le mien. Donc, test. Houston à la base. Ok, moi, est-ce que tout le monde m'entend là? Ah non, il y a un problème. Hein. Attends, j'ai coupé le mien. Donc là, je pense qu'on m'entend mieux. Ah ouais, là, c'est toi, Nicolas. On t'entend très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les micros quand il y a quelqu'un qui parle. Voilà. Ouais, ça va être mieux, ouais. Ok. Oh putain, ça va être l'anarchie. Je sens que ça va être l'anarchie. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en live, au fait. Hein. Là, merci de venir. Oui, bonjour à tous. Et désolé, on était concentrés sur la technique, là. On t'entend très bien, non? Ok. Bon. Donc, au milieu de cette anarchie, on va essayer. Donc, les deux thèmes qu'on va aborder ce soir, c'est l'effondrement et l'autonomie financière. Donc, on va faire une première partie sur l'effondrement. C'est cool d'avoir Piero San Giorgio sur ce sujet. On en parlait un petit peu avant. Et sur l'autonomie financière, j'ai déjà pas mal. J'avais échangé avec Steven. J'avais échangé également avec Nicolas et Piero. Ça, je connais pas, donc on va voir. Je pense que sa perspective suisse va être intéressante. Il va nous parler de sa fiscalité chez lui. Ça va pas être la même qu'en France, j'imagine. Par contre, sur l'effondrement, alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce que j'aurais bien voulu, dans l'idéal, c'était faire quelque chose avec à la fois Piero et Pablo Servigne. J'ai récupéré l'adresse mail de Pablo Servigne trop tard, en fait, et puis ensuite tout s'est organisé, donc je me suis dit c'est mort. Mais il y a un truc, c'est que alors,
Pierrot, j'en ai parlé avant avec Pierrot, c'est que je crois que vous n'êtes jamais intervenus ensemble sur une même, vous n'avez jamais échangé ensemble, ni sur un colloque, ni sur des conférences, ni sur quoi que ce soit. C'est vrai. Bien que je suis en contact avec lui par email et que je lui ai écrit à l'époque lorsqu'il a sorti son premier livre, puisque je n'avais fait la promo, évidemment, parce que c'est intéressant d'avoir une vision différente que la mienne de la même problématique. Et je lui avais dit, voilà, tes livres sont bien, je pense que tu es sur le bon chemin, tu n'es pas encore arrivé aux bonnes conclusions, mais tu vas y arriver. Et je lui ai dit, ben, si tu veux, quand tu veux, tu fais un truc. Après, la réalité, c'est que je pense que lui, il touche un segment de marché qui est différent que le mien, si on veut parler en termes marketing, très différent du mien, et que donc, je pense à tort, il pense que s'exposer avec moi, même dans un débat contradictoire, qui d'ailleurs ne le serait pas dans la réalité, puisque je pense que nous sommes d'accord à 100%, simplement il n'est pas arrivé il n'est pas arrivé encore jusque là où je suis arrivé moi. J'ai 10 ans d'ancienneté et peut-être d'avance, mais voilà, c'est tout. Je veux dire, je veux pas faire l'arrogant là, mais je pense qu'il va y arriver. Et de toute façon, c'est très bien ce qu'il fait, et donc ce serait génial d'en parler en face à face. Mais c'est vrai que lui, il peut passer sur les plateaux télé. Moi, ça va être plus dur. Donc voilà, c'est tout. Mais ce serait intéressant en tout cas. Non, en fait, ouais, mon micro était coupé en fait. Non, en fait, ce que je disais, c'est, mais je trouve que tu as bien résumé le truc. Vous êtes sur deux segments totalement différents, sur le même sujet, sur deux segments différents. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que vous avancez en parallèle avec des idées qui très souvent se rejoignent. Là, j'ai vos deux bouquins sous les yeux. Toi, alors, je parle de comment tout peut s'effondrer et survivre à l'effondrement économique. Ton bouquin, Pierrot, à toi, il a. Attends, je vais commencer par ça. J'aurais même dû commencer par ça au niveau de l'effondrement. Là, on va parler. D'abord, on va définir ce que c'est que l'effondrement, parce qu'on va se rendre compte, lorsqu'on va commencer à parler d'effondrement, que les gens, ils ont des définitions personnelles du mot, et que très souvent, il y a beaucoup de gens qui appellent l'effondrement un truc qui n'est rien de plus qu'une crise ou un affaissement provisoire de la normalité, quoi. Une crise n'est pas forcément un effondrement. Un effondrement, c'est beaucoup plus tragique et beaucoup plus lourd. Et puis, il y a quelque chose dans la préparation à l'effondrement, et c'est par ça que je voulais commencer. Il y a une dizaine d'années, alors je pense que ça n'existe plus, cette série, mais il y a une série qui passait aux États-Unis qui s'appelait Doomsday Prepper, qui était une série sur les survivalistes, et il commençait tout le temps la série par « À quoi est-ce que vous vous préparez ?» Et ce que je trouvais passionnant, c'est que tu avais 40 personnes différentes qui allaient arriver, qui allaient se préparer pour 40 raisons différentes, mais qui allaient toutes utiliser les mêmes techniques pour se préparer. Et où on se rend compte que la préparation, c'est quelque chose qui est indépendant de la raison pour laquelle on se prépare. Et cette série, elle le montrait à merveille. T'avais parfois des gens qui se préparaient dans le même épisode pour deux raisons opposées, c'est-à-dire soit une raison pouvait arriver, soit l'autre raison pouvait arriver, mais les deux ne pouvaient pas arriver. Donc, il y a l'un des deux qui avait forcément tort. Par contre, il se préparait de la même manière. Et donc, ce que je trouve intéressant dans ton livre à toi, Pierrot, c'est qu'en fait, on va dire, il fait 4 quarts, ce livre, et le premier quart, premier tiers, il va être consacré aux causes de l'effondrement. Pourquoi il peut y avoir un effondrement ? Et ça, c'est la partie, si je puis dire, périmable ou qui peut être fausse, parce que les causes que tu avances peuvent être fausses. Par contre, il y a les deux tiers qui suivent, qui sont des méthodes pour se préparer à l'effondrement. Et ce sont des méthodes qui vont fonctionner, peu importe, hein, aussi bien, quel que soit l'effondrement, ce sont des méthodes qui vont fonctionner. Le livre de Pablo Servigne, lui, il n'apporte pas ces deux tiers que tu as fait toi. Lui, il réfléchit aux causes d'un effondrement. Mais dans son livre, il ne propose pas de solution par rapport aux causes qu'il a énoncées. Voilà. Attends, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à me couper. Hein, on est une table ronde, il n'y a pas de chef. Hein, donc coupez-moi. Allez-y, quoi, si vous voulez tout de suite partir sur un truc. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parler effondrement
sans se préparer à la même cause. Il y a des gens, ils vont se préparer à une invasion extraterrestre, à une guerre civile, à la fin des ressources, à un crack économique. Et puis en définitive, quand on va les écouter, ben, ils vont tous mettre en œuvre les mêmes façons de résoudre la question de l'eau, de l'énergie, de la défense du domicile ou d'avoir à manger sur sa table, quoi. Voilà. Si quelqu'un veut partir, commencez pas à lire les commentaires. Là, je vois sous votre regard, vous êtes sur les commentaires. La dernière fois, il y a Jacob qui est resté sur les commentaires, il s'est endormi dessus. Il est resté sur les commentaires jusqu'à la fin du live. Donc, ouais. Ouais, j'avais vu, ouais, c'était rigolo. Ouais, non, je vois, il y a Thibaut H qui demande si on a chacun notre BAD. La BAD, base autonome durable, moi, pour le moment, non. Voilà, je sais pas, je relève comme ça en piquant un peu comme ça dans les commentaires. Je sais pas, vous m'avez entendu ou pas? Oui, tout à fait, oui. Oui, on t'entend. Apparemment, le problème de son vient de mon enceinte, donc quand je parle pas, je le coupe. Ouais. Donc en fait, pour moi, de mon point de vue, pour répondre à un commentaire que je vois, pour moi, l'effondrement, il a déjà commencé. Donc si on est sur une pente glissante, donc il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à un événement catastrophique, mais en fin de compte, si tu veux, l'effondrement, je pourrais dire qu'il est déjà sur une décennie. Déjà avec l'histoire de 2008 et les subprimes, tout ça, tu as bien vu que le niveau de vie des gens, il baisse. Le travail, c'est compliqué. Et justement, là, on arrive on est en plein dans une crise au niveau du virus asiatique. Il se trouve que lorsqu'on va sortir de ça, si on en sort, il y aura beaucoup d'entreprises qui vont déposer le bilan. Donc, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se retrouver sur le marché de l'emploi et ça risque de créer un gros problème, tout ça. Donc, c'est vrai que pour pouvoir retrouver du travail, ça va être compliqué. Et c'est une manière aussi de pouvoir commencer déjà à anticiper ça et réfléchir à une alternative pour la suite. Parce qu'il est possible que demain, ton patron soit obligé de se séparer de toi parce que tout simplement, ses caisses sont vides. Donc, l'effondrement, finalement, c'est systémique. Donc, il y a aussi le problème climatique et tout, mais là, on se rend compte bien qu'avec le fait que pendant 2 mois, les entreprises ferment, on repart pendant 4 mois, on se retrouve encore reconfiné. C'est pas dit qu'en 2021, on ne sera pas reconfiné une 3e fois. Donc, je pense qu'il faut déjà anticiper ça et se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà conserver un moyen monétaire pour pouvoir continuer à payer des choses. Parce que ça va être très compliqué. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Steven, et puis avant qu'on avance plus là-dedans, tu définis pas ce que c'est qu'un effondrement. Quand tu dis l'effondrement, et ce serait intéressant qu'on fasse un tour de table et que les uns après les autres vous disiez lorsque vous utilisez ce mot, à quoi est-ce que vous faites référence. Alors Pierrot, lui, c'est très clair parce que c'est écrit dans son bouquin. Je cherchais la définition de Pablo Servigne. Alors en mémoire, alors t'allais où? Voilà. Un effondrement, c'est le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc., ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Alors, cette définition, j'en avais beaucoup discuté avec... comment il s'appelle l'ancien ministre de l'écologie, là Yves Cochet. Voilà, Yves Cochet, notamment sur la dernière partie par les services encadrés par la loi. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gens, et Pablo Servigne en fait partie, qui considèrent qu'à partir du moment où le collectif n'assure plus les besoins individuels, c'est-à-dire à partir du moment où l'État n'est plus pas capable de faire fonctionner l'eau, l'électricité, toutes ces choses-là, on est déjà dans une situation d'effondrement. Même si les individus sont encore capables par ailleurs eux-mêmes d'assurer leurs besoins en eau, en électricité, etc., etc. Je ne sais pas si je suis clair là. C'est pour ça que la définition d'effondrement, elle est importante. Parce que si on enlève cette donnée... Vous voyez, pour moi, si les gens continuent d'être capables d'avoir de l'eau et de l'électricité, on n'est pas dans un effondrement, vous voyez. C'est pour ça que... Or, lui, il pense qu'on l'est quand même. C'est pour ça que la définition de chacun est importante. Donc, Steven, puisque tu as commencé, et puis après, si vous en faisant pas, on fait un tour de table et à tour de rôle, vous donnez vos visions des choses, si vous êtes d'accord. Ouais, pas de problème.
En fait, tout dépend de ce que tu appelles effondrement, parce que si tu veux, pour toi, tu perds Non, l'électricité. justement, ce que je veux savoir, c'est ce que toi, tu appelles un effondrement. Toi, tu vois ce que je veux dire? Tout dépend de ce qu'on entend par là, parce que si tu veux, quand tu es en Afrique, pour moi, si je vis dans leurs conditions de vie, pour moi, c'est déjà un gros effondrement. Tu comprends? Parce qu'ils n'ont pas le confort qu'on peut avoir en Europe. De mon point de vue, l'effondrement, c'est tout ce qui a été mis en place durant toutes ces décennies où on a délocalisé beaucoup d'entreprises. Ce qui fait que maintenant, quand il y a un problème au niveau de la Chine, qui est l'usine du monde, si par exemple, tu as une société en Europe et il te manque un boulon pour terminer ton produit, ben, toute la chaîne, elle est bloquée. Tu comprends le truc? Donc, ce qui fait que, vu qu'il manque déjà ça, puisque tout a été délocalisé et comme le monde a été confiné, mais ce qui fait qu'il y a plein de retard. Là, maintenant, tu vas acheter un vélo en ce moment, c'est impossible d'en trouver un vélo. Parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont faites à l'étranger. Donc, ça, c'est une forme d'effondrement, si tu veux. Après, ton effondrement, ça peut être ta perte d'emploi, ton divorce. Tu vois, ça a été un effondrement de ta normalité. Donc, pour moi, tout à chacun peut être confronté à un effondrement. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai un ami qui a eu sa BAD, qui a pris feu lundi. Donc, tu vois, il se retrouve à la montagne, sa maison prend feu. Comme il est un peu isolé, compliqué pour que les pompiers arrivent pour pouvoir éteindre l'incendie, et il a tout perdu. Tu vois, ça, c'est un gros effondrement de sa normalité. Et l'effondrement global, comme tout le monde pense, ben, il est déjà partout sur la planète, hein, en fonction du pays où tu te trouves. Et nous, on est en train de glisser tout doucement vers une forme qu'on va petit à petit avoir du mal à conserver notre confort. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Alors, ce n'est pas forcément un truc chaotique à la Mad Max, mais ça va être compliqué. Par exemple, si on n'arrive plus à nourrir notre famille, à payer son loyer, le toit sur notre tête, ça va être compliqué. C'est un gros effondrement. C'est ce qui s'est passé avec les Grecs, par exemple, où il y a beaucoup de femmes qui ont été obligées de se prostituer pour un sandwich, le prix d'un sandwich. C'est triste. Je ne sais pas si on m'entend là. Oui, on t'entend très bien, Steven. Oui, Moi, on t'entend. j'ai à peu près la même vision que Steven de l'effondrement, mais je pense qu'il est plus juste de parler des effondrements, parce que pour moi, il y a l'effondrement global, qui pour moi aussi est en cours, et il y a aussi les effondrements, parce que ce sera des effondrements aussi à un niveau individuel. Il a été évoqué la perte de son emploi, la perte d'un accès donc au confort auquel on est habitué, l'eau, l'électricité, le chauffage, etc. Et ça va d'abord se situer aussi à une échelle individuelle. Donc moi j'ai grandi aux Antilles, en Guadeloupe pour être plus précis, et j'ai déjà connu un effondrement systémique à l'échelle donc de l'île. Pour ceux qui s'en rappellent, donc la Guadeloupe a connu un cyclone gigantesque qui s'appelait Hugo. Et du jour au lendemain, voilà, il y avait plus d'eau, plus d'électricité, plus rien, quoi. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une maison qui a tenu le coup et on avait des petites réserves, etc. Mais voilà, pendant plus d'un mois, je crois, on n'avait pas eu d'électricité, 2 mois, pas d'eau courante, quoi. Donc l'eau revenait de temps en temps. Dès qu'il y en avait, il faut aller la stocker, trouver des solutions pour la filtrer, etc. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut se préparer, je pense, dès maintenant et de façon générale, parce que ben voilà, on n'est jamais à l'abri d'un effondrement personnel. Et un effondrement personnel, ça peut être aussi bête que de se retrouver les deux jambes dans le plâtre. Si on habite au 5e étage et qu'on n'est pas entouré, c'est un effondrement à l'échelle personnelle. Donc pour moi, il y a plusieurs types d'effondrements. Donc voilà, il faut savoir de quel effondrement on parle en particulier. Et je pense qu'il y aura plusieurs effondrements qui vont comme ça se juxtaposer, se superposer les uns aux autres. Eh bien, si vous le permettez, je vais également ajouter. C'est chez moi que ça fait écho? Non, c'est bon. Effectivement, ce qui a été dit est juste. On peut résumer un effondrement de manière subjective étant la perte de ce qu'on considère comme étant normal. Donc, et là, c'est très relatif parce que effectivement, Steven prenait l'exemple de quelqu'un qui est déjà dans une vie très simple, peut-être dans un pays en voie de développement, pour lequel, en fait, ne pas avoir d'électricité est normal, ne pas avoir accès à de l'eau potable est normal et que donc il faut aller au puits tous les jours, etc. En revanche, pour l'habitant d'un quartier huppé d'une grande ville occidentale,
une coupure du Wi-Fi une coupure du réseau pour quelques heures est déjà une catastrophe. Alors évidemment, nous autres, enfin ceux qui comme moi se considèrent survivalistes, ont une approche en disant peu importe le type d'effondrement, qu'il soit individuel ou qu'il soit global ou qu'il soit dû à une catastrophe économique ou climatique ou autre, eh bien l'important c'est quel est le dénominateur commun qui est nécessaire à tout un chacun pour assumer pour subvenir à ses besoins vitaux de base et suivant cette fameuse pyramide de Maslow, être capable d'avoir le maximum de capacité à tenir le coup et avoir une vie que l'on considère acceptable. Alors tous ces termes évidemment sont subjectifs puisque peut-être une vie acceptable, encore une fois, pour quelqu'un qui s'est habitué à vivre de manière très rustique et de manière simpliste, par exemple, ou simple, je ne sais pas quel est le terme juste, eh bien, ça va être très simple. On parlait, par exemple, je discutais avec quelqu'un ce matin qui me disait « Ah, bah, tu verras, Bjorn, il arrive à monter un système de panneaux électriques qui produit relativement peu et donc ça veut dire qu'il a des besoins relativement simples. Et je disais, mais ça dépend ce qu'on entend par besoin simple. Une maison habituelle en Europe, c'est 3 kilowatts par jour de consommation, enfin 3 kilowattheures. Peut-être que tu peux vivre avec beaucoup moins, ou peut-être pour certains, s'ils veulent faire tout tourner en même temps, ben là, ils ont besoin d'une installation plus complexe. Mais définir normal, c'est très compliqué. Donc, c'est à chacun de s'adapter à sa vision. Maintenant, je pense que lorsque l'on parle d'effondrement de manière dans une discussion avec les gens en général, on entend des effondrements structurels importants. Et pour ça, je suis d'accord. L'effondrement de la civilisation occidentale, il a commencé il y a déjà pas mal de temps, pas mal de décennies. C'est un processus qui, par définition, a des phases d'accélération, puis des phases de calme, puis même des phases où on prend des mesures qui limitent un petit peu les effets. Mais on va dire que, et c'est là où d'ailleurs les collapsologues ont raison d'ailleurs, et on puise tous dans les mêmes sources, c'est que la critique de la civilisation thermo-industrielle, qui est un terme plus correct qu'occidental, puisque elle inclut les pays qui ont émergé, comme l'Inde, la Chine et d'autres, eh bien, elle est basée sur des ressources qui, par définition, sont limitées et qui donc s'épuisent, plus on les consomme. Et elle est basée sur des structures complexes, notamment par des chaînes d'approvisionnement. Et on a vu l'année dernière, lorsque les premiers confinements et les premières ruptures de ces chaînes se sont fait sentir. Effectivement, il y a beaucoup de pièces détachées qui manquent, il y a beaucoup d'éléments de distribution qui ont eu des ratés l'année dernière. On n'est pas passé au-delà d'un point de rupture. Il y a un seuil qu'on n'a pas touché, mais on y est arrivé très proche. Et donc, ce que nous craignons, la plupart d'entre nous, j'imagine, c'est que cette rupture de la normalité, cet effondrement, il touche l'immense majorité de la population et non plus un divorce, une personne qui perd son emploi, c'est-à-dire des effondrements individuels et personnels, mais là, des effondrements d'ensemble et qui nous amènent à rechercher, pour ceux qui font le travail, d'être le plus autonome et le plus indépendant possible de ce système économique, financier, commercial, tout ce qu'on veut, de logistique. Et donc, cette autonomie, à chacun d'entre nous, de la faire. C'est pour ça que l'échange entre les différentes personnes qui font le travail, entre les différents auteurs de livres, il y a une foison d'informations absolument géniale et qui nous permettent d'apprendre les uns des autres et qui nous apprennent à développer des techniques, parfois d'être en contradiction, parfois avoir même des visions du monde philosophiquement ou même physiquement très différentes les uns des autres. Mais l'échange est enrichissant et nous avons peu de temps. Alors ça, c'est aussi une question que beaucoup se posent. Je vois même dans les commentaires, certains disent « Mais est-ce qu'un effondrement, ça peut arriver vite ?» Mais un effondrement, il faut comprendre ça comme un processus et non pas comme un événement. Un événement, c'est, oui, Tchernobyl explose en juin, c'était juin 1986, je me souviens plus, la date. Bon, ben là, c'est sûr que c'est un événement qui a un impact. Il y a un ouragan, l'ouragan Hugo, qui arrive sur 3-4 jours. Ça, c'est un événement qui a un impact. Mais cet événement peut faire partie d'un processus long et l'événement t'amène à un seuil différent finalement, casser, qui peut briser ces fameuses chaînes logistiques, cette économie, etc. et briser les flux finalement.
ou finalement tu t'en sors et tu redeviens à une position normale après l'événement. Mais le processus, c'est un processus qui est, alors certains disent inévitable, d'autres disent non, si tout le monde roulait en Tesla, ce serait pas inévitable. Ouais, bon, ben, ça se discute. Moi, je crois pas. Je crois que c'est relativement inévitable. Les événements politiques, certains disent, voilà, ben, il y a des événements politiques qui changent la donne, ou alors sont-ils des événements qui sont provoqués par le processus? On a vu des écolos qui disaient, voilà, le chat chinois, ce fameux truc qui est venu en Chine et qui est toujours avec nous depuis une année, en fait, c'est à cause de l'écologie, c'est à cause de, j'en sais rien. Moi, je pense que c'est vouloir mettre un petit peu, avoir une approche un peu solipsistique de la chose. Mais peu importe l'analyse qu'on en fait, elle est à chacun de nous et le débat est intéressant. En revanche, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour nous y préparer ou faire face, quoi. Ah, j'avais pas de micro en fait. Ouais, je vais rebondir sur deux choses que t'as dit, Pierre. En fait, j'aurais dû prendre des notes pour pour faire un vrai échange parce que j'aurais eu à dire aussi sur plein de choses intéressantes qu'avait dit Steven. Mais t'as parlé de la place de notre dépendance à la civilisation thermo-industrielle. Et tu fais la même chose que Pablo Serra. En ce sens, tu es d'accord avec lui, tu es dans l'idée que la fin de la civilisation de la thermo-industrielle, c'est un effondrement. Tu vois, moi, je pense pas du tout. Je pense pas que la fin de la civilisation. Ça fait 1 an et demi que je travaille sur une très grosse vidéo là-dessus, donc je peux pas résumer en 5 minutes. Mais si tu veux, je fais la différence entre un effondrement et une crise. C'est-à-dire qu'une crise, c'est, tu vois, pour moi, la Seconde Guerre mondiale, 50 millions de morts, bah, c'est pas un effondrement, c'est juste une crise. Tu vois, c'est juste une crise et pourtant 50 millions de morts, la planète entière a été transformée, ça a été une boucherie, c'est un truc abominable. Et pourtant, un truc aussi abominable que ça, c'est pas un effondrement. Tu vois, la fin de la civilisation thermo-industrielle, c'est une crise. C'est une crise très 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 dure et il y a beaucoup de gens pour qui ça va se transformer à un effondrement dans leur vie. Tu vois, parce qu'ils vont pas être capables de répercuter notamment au niveau économique, de répercuter ce que ça va impliquer dans leur vie. Ça va être très dur pour eux. Il y a des gens qui vont se rendre compte que la classe moyenne, on va supprimer des commentaires là. Ouais. Il y a pas de modérateur dans le chat. Je modère rien. Mais YouTube est extrêmement tatillon sur tout ce qui se raconte et ça influe énormément sur la visibilité des vidéos. Donc s'il y a un connard qui raconte des conneries dans le chat, je le banne tout de suite, quoi, parce que ça a un effet désastreux sur le chat. Il est lu par l'algorithme de YouTube là. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui raconte des conneries, je le banne tout de suite. Voilà. J'en étais où? Oui. Effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Une civilisation, en réalité, la première chose que j'ai fait lorsque j'ai commencé à bosser sur cette grosse vidéo, c'est faire l'historique des choses et j'ai trouvé intéressant de voir que le bouquin de Pierrot est arrivé avant de celui de Pablo. C'est pas pour dire bien ou mal ou n'importe quoi, mais je constate qu'il y a quand même clairement Pablo a lu le bouquin de Pierrot et donc il y a une chronologie des choses. Mais il y a un autre bouquin que je trouve intéressant, c'est Collapse, tout simplement. Pour être précis, et parce que j'en ai discuté avec Pablo, en tout cas, il m'a dit ne pas avoir lu mon livre avant d'écrire le sien. Mais en revanche, je pense que lui, comme moi, nous avons lu Collapse de Jared Diamond, bien sûr. Alors, j'entends ce que tu dis. Il y a quand même des éléments dans son livre mais bon, on va pas partir là-dessus. Mais il y a quand même des éléments dans son livre bref, peu importe. Mais Collapse, parce qu'on va parler c'est ça dont je voulais parler. Collapse, ça raconte des vrais effondrements, c'est-à-dire des civilisations qui, au terme du processus, avaient totalement disparu. Moi j'ai fait une vidéo sur l'île de Pâques, je vous ai expliqué comment sur l'île de Pâques il y avait une civilisation très avancée et puis 200 ans plus tard il n'y avait plus rien et puis ils dormaient littéralement dehors et ils se chauffaient avec de l'herbe, ils brûlaient de l'herbe pour se chauffer, quoi. Donc un effondrement, c'est ça, c'est quand une civilisation elle disparaît.
je suis pas sûr que notre civilisation elle puisse disparaître, ou en tout cas, je ne pense pas qu'elle puisse disparaître pour des raisons technologiques. Je pense qu'il y a des causes d'effondrement. Il y a les guerres civiles, les conflits, ça peut causer des effondrements. Il y a certaines formes de rupture économique dans certains contextes très précis qui peuvent causer des effondrements, mais une évolution technologique, on peut lire toute l'histoire de l'humanité. En soi, d'après moi, hein, ça n'est jamais arrivé que ça cause en soi un effondrement. Ça peut causer un effondrement associé avec d'autres choses. C'est-à-dire que lorsqu'on est extrêmement faible et puis que militairement, un mec avec une armée plus forte, il arrive sur nous, il nous écrase. Et ça crée un effondrement. Mais ce qui a créé l'effondrement, c'est pas le nivellement technologique, c'est le conflit militaire. Et c'est voir les choses je sais pas, c'est peut-être pas clair ce que je dis, mais c'est pas voir la bonne cause de partir là-dedans. Et notre niveau technologique, il est en train de se transformer. On est en train d'évoluer énormément, enfin, à une vitesse hallucinante au niveau technologique. Et on est en train d'arriver à conserver plein d'éléments de notre civilisation, indépendamment des niveaux technologiques. Alors, encore une fois, il y aurait de quoi en parler pendant 1 heure là-dessus. Mais la totalité de c'est pour ça que j'ai commencé par la définition de Pablo Servigne et de Yves Cochet, parce que eux, leur idée, c'est qu'une fois que l'État s'effondre, le reste du pays s'effondre. Et ben, en France, il y a un truc en particulier qui peut pas s'effondrer pour des raisons technologiques, c'est l'État. On a un État qui fonctionne avec des pigeons voyageurs. L'État fonctionnerait. Je discutais avec un fonctionnaire des impôts il y a le mois dernier qui me parlait de la manière dont le système fiscal fonctionnait en France et dont les impôts étaient collectés. Et cette personne, elle est là depuis, elle est en fin de carrière, donc elle doit avoir une 60aine d'années. Et elle est là depuis l'époque où, lorsqu'on faisait s'il y a des trucs dans les commentaires, signalez-les qu'on les banne parce que ça. Non, c'est archi drôle dans les commentaires. C'est vachement drôle. Bon, faudrait que je regarde ça. Mais bref, en résumé, je vais pas partir pendant les heures là-dessus, surtout que je vais faire une vidéo là-dessus. Mais en résumé, la guerre a plus de chances de provoquer un effondrement que la fin de la civilisation thermo-industrielle, quoi. Voilà. Le résumé de ma pensée, c'est ça. Bref. Sur ces bonnes paroles pleines d'amour. Mais oui. Je pense que de façon générale, le terme effondrement est perçu par la majorité des gens comme une perte en fait du confort qu'on a aujourd'hui, une perte du niveau de confort où on est arrivé aujourd'hui. Et donc pour eux, c'est ça l'effondrement. En fait, c'est pas une disparition de notre civilisation, de l'espèce humaine sur la planète. Ça sera plutôt une extinction pour moi. Oh, comme c'est la pagaille avec cette histoire de micro, à chaque fois on croit parler, puis bref, c'est pas grave. Steven, Pierrot, est-ce que vous pensez, vous, que la civilisation thermo-industrielle est nécessaire au fonctionnement de l'État français? Non, c'est pas une question piège, c'est vraiment une question qui fait sens. Parce que je vous parlais de ça, j'ai discuté aussi avec un autre gars qui a commencé sa carrière avec le Morse. Il est sur un truc de douane, il communiquait en Morse. Et c'est-à-dire les process qu'ils appliquent aujourd'hui, s'il fallait appliquer les mêmes process en faisant du Morse, ils pourraient le faire. Il y aurait juste besoin d'un petit peu plus de main-d'œuvre, d'un petit peu plus de temps de travail. Là où ils sont 4, il faudrait qu'ils soient 5 ou 6. Mais ils pourraient le faire avec du Morse, quoi. Le niveau technologique n'est pas. Et je prends cet exemple-là, mais je pourrais prendre des exemples sur à peu près tous les trucs. Un État, pour que ça fonctionne, ça a besoin de la police, en général. La police, ça fonctionne avec un revolver. C'est un niveau technologique qui est facilement reproductible. Hein. Il n'y a pas de souci. Je crois qu'au 19e siècle, on savait faire des armes à feu. Il faut avoir des véhicules, mais on sait à peu près se déplacer. On a su se déplacer dans toute la France. Je parle que de la France, désolé pour les autres pays, mais on a su se déplacer dans toute la France historiquement sans trop de difficultés. Le niveau technologique, c'est pas ça qui va faire s'écrouler l'État. S'il y a plus de pétrole, c'est pas pour ça que l'État va s'écrouler. L'État, il va s'écrouler s'il y a le bordel. Si nous, entre Français, on s'entend pas, tu vois. Là, par exemple, il peut y avoir un écroulement de l'État pour ça. Mais parce qu'on repasse à la bougie, en soi, non, il y avait un État du temps où on était à la bougie. Voilà. Ouais, moi, je ne dis pas le contraire.
Je me dis juste que de toute façon, avec ce qui arrive dans les années à venir, déjà, on a bien compris que ce qu'ils veulent faire disparaître, c'est l'argent liquide. Donc l'argent liquide, ça va être contrôler tes achats, contrôler ce que tu fais. Donc ça, déjà, ça va être un sacré effondrement parce que tu vas perdre en liberté. Alors que tout ce que tu vas acheter, on saura ce que tu achètes. Je te donne un exemple. Pendant un moment, il y a eu une vague d'achats dans le milieu survivaliste aux États-Unis et certaines boutiques spécialisées étaient prises d'assaut. Donc, l'État a demandé aux magasins de ficher les gens pour savoir qui achetait quoi, pour faire quoi. Donc ça, c'est exactement ce qui nous attend dans les années à venir, parce qu'ils ont pour objectif de pouvoir nous enlever cette liberté de pouvoir faire ce qu'on veut avec notre argent sans avoir de compte à rendre, si tu veux. Donc c'est une manière, quelque part, de pouvoir te contrôler. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ah putain, je parle à chaque fois sans micro. C'est exactement ce qu'ils font sur la nouvelle loi sur les vélos. À partir du 1er janvier, on n'a pas le droit de vendre un vélo sans avoir noté le nom du propriétaire du vélo en France. Tu vois, et sur ton vélo, on va graver un chiffre, tu vois, avec ton immatriculation de vélo. On va relever ton identité, on va te demander une pièce d'identité et tu vas être enregistré en tant que... Donc on le fait pour les vélos, on le fait pour les téléphones, on le fait pour les voitures, on le fait pour les armes à feu. Voilà déjà 4 catégories d'objets qu'on peut pas avoir de manière anonyme. Tu sais, tu peux pas avoir un fusil de chasse chez toi de manière anonyme. Pardon ? Sur le Bon Coin, maintenant, si tu sais que si tu vends des trucs sur le Bon Coin, tu dois le déclarer maintenant. Donc ça veut dire que tu achètes un truc. Je ne vends rien sur le Bon Coin, je suis un autre citoyen. Ce que je veux dire, c'est que pour quelque chose que tu as déjà payé les taxes, le fait de revendre ton bien, on te demande des justificatifs. Donc, c'est pas parce que tu vas vendre un Bermuda ou, je sais pas moi, des bocaux, le parfait qu'on va te casser les bonbons. Mais si tu vends régulièrement ton matériel, on peut te demander des comptes au niveau de ça. Ouais. Ça nous amène tout doucement au deuxième sujet peut-être de la soirée, l'autonomie financière. Ah, Pierrot, pardon, vas-y. Oui, en fait, alors, petite parenthèse sur votre... parce que quand tu parles de l'État en France, tout d'abord, disons une chose, c'est que il faut se sortir de la tête que l'État est indispensable. Je suis absolument pas d'accord avec la définition de Servigne et de Cochet sur le fait que si l'État cesse d'ailleurs, il apporte des services parce que c'est lui qui l'oblige. Il oblige la population à se servir de l'État et il distribue éventuellement des privilèges à certaines entreprises pour faire une partie de ces services qu'il faisait avant. Mais on peut très bien se passer de tout ça. Hein. Mais bon, c'est un autre sujet, mais juste pour vous dire que ne restez pas, à mon avis, hein, dans cette optique que l'État, c'est une sorte de divinité, c'est une sorte de mécanisme absolument indispensable. Nous avons vécu, et dans ce sens, tu as raison lorsque tu parles de civilisations qui fonctionnaient avec des technologies moins avancées que les nôtres. D'ailleurs, il y en a encore dans le monde. Et puis, l'Empire romain, il se démerdait très bien sans pétrole. C'est pas la question, effectivement, de la technologie nécessairement, mais c'est une vision de ce qu'un État fait pour vous. N'imaginez pas que l'État soit indispensable. Vous pouvez imaginer que une transition brutale entre un État omniprésent et visiblement, ça c'est le deuxième point que je voulais relever, visiblement qui est obsessionné, qui a une obsession, voire une dérive bolchevique, communiste, je ne sais pas comment on peut appeler ça, il faudrait trouver le terme juste, mais on va pas passer toute la soirée sur des définitions, sinon on n'en sort plus, mais je veux dire, qui veut gérer la taille des concombres que tu produis dans ton jardin, est-ce que oui ou non tu as le droit d'acheter un vélo. Je veux dire, c'est aussi une dérive d'une administration qui ne sait pas s'auto-limiter et qui finit par toujours en vouloir en plus. Et généralement, les États s'arrêtent le jour où il n'y a plus d'argent. Où personne ne leur en prête, parce que là, aujourd'hui, il y a déjà plus d'argent depuis longtemps, puisque les revenus fiscaux suffisent largement pas à couvrir les dépenses d'un État dans la plupart des pays, pas seulement en France. Mais cette dérive, elle est absolument... elle s'arrêtera par elle-même le jour où soit les gens s'en foutent. Et c'est là où je voulais amener une réflexion que j'ai eue pas plus tard que ce matin avec mon ami, qui est russe et qui est beaucoup plus jeune que moi et qui a enfant connu l'effondrement de l'Union soviétique et qui se souvient très bien de ses parents qui lui racontaient comment ça se passait. Et les dernières années du système soviétique, en tout cas en Russie, puisqu'il est en train de renaître ailleurs en ce moment, malheureusement, eh bien, c'était un État qui dictait plein de sortes de règles, plein de réglementations,
Et la population s'en fichait complètement et elle faisait son business, elle vendait ses vélos. Alors, il n'y avait pas le Bon Coin parce qu'il n'y avait pas Internet, mais ils vendaient leurs trucs, ils faisaient leurs machins et plus personne n'en avait rien à faire de ce que pensait l'administration. Alors, était-ce la cause ou la conséquence d'un effondrement qui était en cours? Ça peut se débattre, mais en tout cas, il y avait tout un phénomène de perte de confiance dans l'autorité, dans l'État et je ne sais pas si vous le remarquez en ce moment, mais cette crise que l'on vit depuis une année montre à quel point, en tout cas une grande partie de la population est complètement dans la défiance. Elle ne le montre pas forcément parce qu'elle suit le jeu ou elle n'a pas envie de payer 130 € d'amende pour le fait de ne pas porter un masque là où il faut, parce que 130 € c'est un budget conséquent pour la plupart des gens et donc il y a une peur de cet argent dans le budget mensuel pour une personne. Pour la plupart des gens, c'est catastrophique de devoir payer une amende de 130 € dans un mois. Eh bien, il y a malgré tout une défiance que l'on entend tous. Je suis sûr que vous l'entendez tous dans les files d'attente, les gens se moquent des autorités, se fichent des mesures, ont une défiance partout. Et même en Suisse, j'ai jamais en 49 ans de vie en Suisse, j'ai jamais entendu et vu la population aussi énervée contre son État, contre le gouvernement, contre les réglementations, contre ce système absurde qui un jour te dit non mais aujourd'hui les restaurants sont fermés, non c'est demain, non c'est après-demain, finalement on ouvre, on ferme. Il y a une torture psychologique qui est en train d'être faite volontairement ou pas volontairement, j'hésite encore, sur la population. Sauf que quand un enfant s'adapte à cette maltraitance en développant des profils psychologiques endurants à la maltraitance qui sont très graves et difficiles à soigner, l'adulte, lui, soit il part en déprime ou en servilité totale, soit il part dans la révolte. Et cette révolte, elle est là. Moi, je la sens. Donc, c'est un exemple de comment les systèmes changent. Alors, je suis parti en tangente sur le truc, mais pour revenir sur un autre point que tu as dit et pour terminer, la définition que l'on fait de l'effondrement, tu en as sorti une. Tout ça, c'est encore une fois, on rentre dans la subjectivité et je crois qu'il n'est pas nécessaire qu'on soit absolument d'accord sur ce que l'on définit. Là où on est d'accord, c'est que, je crois, plus on est capable de tenir par soi-même et ne pas être dépendant des autres ou du système ou de l'État ou de tout ce que l'on veut, plus on est capable de tenir le coup et de garder une psychologie, un mental raisonnablement équilibré dans une situation difficile. Deuxièmement, un état physique relativement en bonne santé et qui fonctionne. Et troisièmement, des relations avec les gens autour de soi qui soient positives, c'est-à-dire dans la confiance, dans l'échange, dans le respect, dans l'entretien mutuel, si on veut, dans la bienveillance mutuelle. Et parce que ce sont des situations qui sont celles que recherche l'être humain depuis que l'être humain existe, depuis que nous sommes un animal social. Donc nous avons besoin de ce lien. D'ailleurs, c'est un point où souvent on me met parce que moi je prétends qu'on doit pouvoir se défendre. Et certains disent que, par exemple, les collapsologues sont des bisounours d'amour et de bisous. Bon, ça dépend avec qui. Hein. Moi, j'aime bien les bisous, mais pas avec n'importe qui. Donc cet effondrement, il impacte cela. Et ce qui compte, à mon avis, c'est comment est-ce qu'on se prépare et comment on réagit à ce genre de choses. Mais voilà, je suis parti un peu... Sur les collapsologues bisounours, non, faut arrêter. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle Les bisounours seront les premiers à mourir, un truc comme ça. Les mecs, typiquement, les mecs comme Yves Cochet, il y a des gens armés tout autour de chez lui, hein. Bisounours, non, faut pas déconner. C'est une image que vous avez. Encore une fois, c'est un truc d'image, non? Les collapsologues, il y en a qui sont des bisounours. Il y en a effectivement qui sont des bisounours. Il y en a beaucoup, pas du tout. Non, c'est... Ah putain, il y a un truc à banner là. Ah, mais c'est qui? Je vais te banner, machin, la block user, voilà. Hop. Voilà, c'était juste la parenthèse bisounours. Non, il y a des, j'ai trouvé intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant avec Yves Cochet, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment de gauche. Hein, on peut pas dire qu'il est d'autre chose que de gauche. Et il a un réseau d'amis Front National en fait. C'est-à-dire que les gens autour de lui, directement à côté de chez lui, ils sont pas du tout de son bord politique. Et ils arrivent à s'unir
Alors, je sais pas, il doit y avoir des discussions peut-être un peu compliquées parfois, hein. Mais le fait est que la personne, l'une des personnes avec qui il a... Attends, Laurent, je vais te nommer Mono. Si je peux te nommer Mono. Comment, si tu me dis comment on fait, Laurent, je te nomme modérateur. Comme ça, ça arrêtera l'anarchie parce que là, c'est le bordel. Voilà. Je disais, oui, ce que j'ai trouvé intéressant avec des gens comme Yves Cochet et tout ça, c'est que il casse, y compris les images. Alors, c'est pas seulement pas bobo gauchiste, mais il cache plein d'images qu'on pourrait avoir. Il y a une discussion que j'ai eue avec lui sur les armes à feu. Par exemple, Yves Cochet, il pense qu'on doit tous à tour de rôle posséder des armes à feu. On doit pas les avoir on doit les faire tourner en quelque sorte. Mais il considère que c'est. Moi, je préfère pas faire tourner parce que ce que je lui ai dit, c'est que lorsqu'on fait tourner, j'ai toujours peur qu'il y ait un mec qui les garde, tu vois. Et en général, c'est ça se termine toujours comme ça quand il dit on fait tourner. Il y a un mec à un moment, il dit ouais, non mais moi je suis plus légitime, je vais les garder, je vais vous protéger. Et puis ça coûtera 20 € par mois ma protection, tu vois. D'abord il te protège, ensuite il te fait payer sa protection. Donc moi je préfère pas faire tourner justement. Mais lui, il a quand même déjà cette réflexion de se dire c'est une responsabilité qu'on soit armé pour assurer la sécurité. Voilà. Bref. Laurent, dans les fonctionnalités, mais je ne les vois pas. Bon, c'est pas grave. Effondrement. On continue sur l'effondrement ou on enseigne sur l'autonomie financière? Parce que là, on a fait déjà 40... Je pense qu'on commençait à parler de la création d'une activité à côté de son emploi alimentaire. Je pense qu'on peut commencer à aborder le sujet. Pas de problème pour moi. Pierrot, tu es d'accord pour qu'on démarre sur... D'accord. Alors, il y aura beaucoup à dire sur ce sujet. On va avoir plein de choses à échanger là-dessus. Il y a juste une chose par laquelle je voulais commencer. C'est casser l'idée que c'est tout ou rien, l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, vous pouvez à la fois être entrepreneur et salarié, surtout en France. Il existe... Vous n'êtes pas obligé de vous lancer, de vous dire « Ah, j'ai peur, je vais quitter mon travail, ça va être la fin du monde ». Vous pouvez commencer par continuer à avoir votre métier, en fait. Et puis, à côté, commencez par essayer de faire une petite entreprise, voir le week-end si vous arrivez à gagner un peu de sous. Puis si ça marche, un petit peu mieux développer votre truc. Et puis vous faire un petit revenu complémentaire qui en plus vous donne une sécurité pour si vous perdez votre emploi. Voilà, donc le thème c'est l'autonomie financière et l'autonomie financière à partir du prisme de l'entrepreneuriat. Alors qui veut... Alors Steven, qui veut commencer là-dessus parce que je pense qu'on a plein de trucs à dire. Ok. Moi, j'ai juste un truc à dire avant. D'abord, juste un tout petit truc à dire, parce que comme je disais avant le live, on a échangé entre nous, et je disais, c'est vrai que dans l'idéal, il y a un autre mec que j'aurais bien voulu avoir. J'aurais bien voulu que Pablo Servigne soit là pour échanger avec Pierrot, mais pour parler de l'entrepreneuriat, moi, il y en a un que je voulais inviter, c'est Antoine BM. Qui est un YouTuber dont la spécialité c'est de faire des formations sur la vente de formation. Tu vois, c'est l'un de ses gros trucs. Il a écrit un livre qui s'appelle Créer son école sur Internet. Et il a une réflexion sur le salariat que je trouve intéressante parce qu'il dit pas forcément que le salariat c'est de la merde, mais il explique comment le salariat progressivement vous prive de liberté en fait. C'est-à-dire que le salariat, c'est lorsque vous avez pour seul revenu, lorsque le seul truc c'est le salariat, c'est votre seule source d'argent, et ben en fait vous êtes totalement dépendant de tout. Voilà. Et donc pourquoi parler d'entrepreneuriat? Parce que c'est l'un des petits pas vers l'autonomie financière. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire et je t'en prie Steven, je coupe mon micro. Alors personnellement dans ma démarche et dans mon processus de changer de vie, si tu veux, j'ai bien compris à un moment donné que dans ma préparation, il va falloir que je puisse générer une activité à côté. Je te prends un exemple. Lorsque j'ai voulu acheter un Berkey pour pouvoir le mettre à la maison, le Berkey, c'est un filtre par gravité. Quand je l'ai ramené chez moi, ma femme m'a dit « C'est super, ta petite fontaine à eau, mais ça coûte combien ?» Quand je lui ai dit le prix, j'ai vu qu'il y a eu un blocage. Et si tu veux, lorsque toi, tu as tes pensées, tu as envie de changer de vie et tendre vers l'autonomie, ça ne veut pas dire que ton compagnon, ta compagne est exactement sur la même longueur d'onde. Donc, elle peut accepter des choses, mais quand tu prends une somme comme 300 € pour acheter un filtre Berkey,
ben ça tique. Et je me suis dit à ce moment-là que bon, ben, si à part la suite, je lui dis que je veux mettre un système solaire en place, qu'il faut une certaine somme, là, je crois qu'on va divorcer. Donc, si tu veux, quand tu travailles, elle travaille, je travaille, et l'argent qu'on produit pour le foyer est pour le foyer. Si tu veux éviter des problèmes, il va falloir générer une autre activité. Donc, tu peux très bien, en étant salarié, avoir ton emploi alimentaire pour payer les factures, pour payer tes vacances, pour payer tes impôts, le toit sur ta tête. Mais à côté, tu peux très bien développer une activité en micro-entreprise pour pouvoir générer de l'argent pour payer ta liberté, si tu veux. Pouvoir payer des panneaux solaires, payer une formation pour pouvoir te former, payer des filtres Berkeley ou de l'outillage. Lorsque tu veux te lancer en autonomie, il faut de l'outillage, il faut du matos. Et ça, pour éviter que ça impacte ton foyer, il est nécessaire de pouvoir créer à côté une activité. Alors, tu vas me dire comment on crée une activité? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup de choses à faire, mais moi, je dirais que lorsque tu as un travail alimentaire, si tu dois travailler à côté, autant que ce soit quelque chose qui te plaise. Donc, tu peux t'orienter vers une passion. Et c'est là que tu dois être créatif pour pouvoir trouver une solution pour répondre aux problèmes de certaines personnes. Tu identifies un problème et tu apportes une solution. Je te donne un exemple simple. Imaginons que tu es passionné par les drones. Tu vois, je vais vraiment schématiser. Tu es passionné par les drones, tu achètes un drone de loisir, tu t'amuses avec, tu fais des vols un peu partout. Et les drones de loisirs sont équipés de caméras. Donc, tu fais des prises de vue en hauteur. Ça te plaît, tu kiffes, tu fais des montages vidéo, tu arrives à faire de belles images. Ben, rien ne t'empêche par la suite de pouvoir te professionnaliser en créant ta microstructure et pouvoir proposer tes services pour le mariage, par exemple. Tu vas proposer de filmer le mariage des gens avec drone, photos, vidéos. Et là, tu te crées déjà un business à côté que tu peux faire le week-end ou le soir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que par une passion, tu peux générer un business. Ça peut être aussi le fait que tu travailles en tant que mécanicien chez Renault et le week-end et le soir, tu répares les voitures des copains. Ça te fait de l'argent en plus que tu peux mettre de côté pour ton futur projet d'autonomie. Donc, je pense que quand tu es un prévoyant, quand tu es survivaliste, quand tu as un projet comme ça qui coûte de l'argent, parce que le projet de devenir autonome, ça coûte cher, il faut réfléchir à ce que tu peux monétiser. Tout le monde a des compétences qu'il a acquis, que ce soit en faisant de l'artisanat, en s'amusant, a appris des compétences. Ces compétences, tu peux les monétiser. Encore un autre exemple. Tu peux avoir des compétences de par ton travail parce que tu maîtrises un logiciel comme Excel. Excel, c'est utilisé par beaucoup d'entreprises, mais le problème, c'est que c'est un logiciel complexe. Et beaucoup de personnes, ils bêchent, tout simplement. Ils savent faire 2-3 trucs, mais si toi, tu maîtrises le logiciel, tu peux très bien créer une formation pour expliquer aux gens comment utiliser ce logiciel. Et des personnes paieront parce qu'ils voudront monter en compétences et pouvoir se valoriser auprès de leurs collègues dans les entreprises. Et il y a plein de trucs comme ça quand tu es créatif et tu réfléchis à un besoin. Toi, tu apportes la solution, si tu en es capable. Je vais quand même laisser les autres un peu parler. Ouais. Pierrot, je ne sais pas si tu veux enchaîner. Sinon, moi, j'aimerais bien développer, en fait. Merci. Donc, moi, j'ai à peu près le même point de vue que Steven. Je pense que la résilience, que c'est le terme qui moi vient tout de suite à l'idée, il faut développer sa résilience financière. Et ça, on peut le faire justement en parallèle, comme l'a bien dit Steven, avec des savoir-faire, des compétences qu'on va développer, voilà, par exemple, moi, à la base, je suis graphiste, et après, j'ai découvert la permaculture, l'aquaponie, je me suis formé, et ensuite, aujourd'hui, j'occupe un poste de permaculteur, mais à côté, je continue de développer des petits à côté, et le jour où ces à côté seront suffisamment importants, je pourrais me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat, mais je garde un pied dans le salariat et un autre où j'essaie toujours de monter mon business. Pour l'instant, j'y suis pas encore arrivé. J'ai eu de multiples essais infructueux, mais voilà, je suis persévérant. Alors, c'est tout ce que je voulais apporter comme éclairage supplémentaire. Je sais pas, Pierrot. Alors, ça marche le micro?
Oui, on t'entend bien. Je pense que Bjorn, là, il doit être en train de gérer des. Oui, je vois. Mais alors, le tien qui veut s'occuper alors. Bjorn, faut resplitter. Ouais. Parce que du coup, c'est pas moi qui parle. Ouais. Ça a l'air d'aller. C'est bon. C'est bon maintenant? C'est bon. Je suis désolé, j'ai des soucis techniques, je suis Je désolé. vois que les commentaires disparaissent au fur et à mesure pendant qu'on. C'est marrant. Ouais, bah, c'est comme ça. Pour l'entrepreneuriat, alors c'est vrai que moi j'ai une expérience double, c'est-à-dire que. Alors tout d'abord, disons que tu mentionnais l'entrepreneuriat ou le travail indépendant comme étant une. Comment dire il y a toujours de l'écho. Ouais, il faut que tu coupes ton micro, Nicolas, je crois. Pardon, j'avais oublié de le couper. Autant pour moi. Voilà. Comme étant par un truc qu'on peut faire en plus ou à côté ou si on n'est pas salarié. Mais je pense que là aussi, il faut arrêter de se mettre dans la tête que le travail salarié, qui est en fait une forme d'esclavage, c'est le défaut. C'est quelque chose qu'on nous a mis dans la tête depuis un demi-siècle ou un peu plus. C'est le travail salarié qui est une forme d'échec dans une orientation professionnelle et qui a été mis au pinacle pendant les 30 glorieuses parce que c'était tranquille, bien payé, puis il y avait beaucoup de demandes, mais en réalité, la plupart des gens avant ça n'étaient pas employés d'une entreprise ou d'une multinationale. On était paysan ou même l'ouvrier agricole, il était indépendant, il signait pour un contrat dans une ferme pendant un certain temps, mais il n'était pas techniquement. Alors on parlait de salaire évidemment, parce que c'est le terme de comment on payait le travail, mais il faut bien se dire que le salariat et même le salariat de l'État, c'est encore pire. C'est pas forcément ce qui est ce qu'on doit rechercher à mon avis. Alors. Steven disait quelque chose de très juste par rapport à sa passion, par rapport aux opportunités. Moi, je dis toujours, et à mes enfants, mais aussi aux jeunes qui me posent des questions sur qu'est-ce que je dois faire. D'ailleurs, dans mes livres, il y a toujours une petite partie où je parle des métiers qui pourraient être des métiers d'avenir ou qui sont des métiers éternels. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui travaille le bois, qui travaille le fer, l'acier, qui fabrique des outils ou qui entretient des constructions ou des objets mécaniques. Bref, c'est l'intersection entre ce que l'on aime faire, ce que l'on sait faire et les opportunités qui existent. Donc, on peut faire ça avec des intersections, on peut faire ça comme on veut, mais c'est cette intersection qu'il faut viser. Parce que si tu es très bon dans un métier qui est très porteur, mais que tu n'aimes pas, c'est ce qui a été mon cas dans l'informatique pendant longtemps, c'est génial, tu réussis bien, mais au bout d'un moment, ça va t'ennuyer. Et donc, tu voudras faire autre chose. Si tu es très bon dans un truc où tu es génial, mais où il n'y a absolument aucun intérêt, c'est souvent les artistes qui sont dans ce domaine-là, eh bien, à la fin, tu gagnes pas un rond et ta vie, elle est misérable et c'est un problème. Alors, les gens me disent, oui, mais l'argent, c'est pas tout. C'est absolument d'accord. L'argent, c'est un outil. Mais c'est un outil super important dans le monde dans lequel on vit. Et donc, il faut savoir l'utiliser, cet outil, ce vecteur de liberté, de temps, de plein de choses, comme étant quelque chose qui est peut-être pas indispensable, mais qui est un outil vachement présent dans la société. Alors, le fait de trouver cette opportunité entre ce qu'on aime, ce que l'on sait faire et ce qui existe comme opportunité, n'exclut pas que parfois on crée des opportunités. Et c'est vrai que alors parfois les gens nous critiquent tous, moi le premier, en disant tu gagnes de l'argent en vendant des livres. Bah oui, mais vous saviez ce que je gagnais avant, c'était autre chose. Et c'est vrai que atteindre l'autonomie financière, ça fait partie de cette liberté que l'on essaye d'avoir. Voilà. Alors, oh, mais putain, mais je suis trahi par. Est-ce que j'ai du son là? Ouais? Ouais, t'as dit quoi? Oh, mais la technique ce soir, comme elle part en live, mais c'est hallucinant. Bon, bref. Ouais. Bah alors, moi, ça fait depuis que ma chaîne a commencé que je fais la promotion du statut d'auto-entrepreneur. Alors, je vous explique pourquoi il est intéressant. Même si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez être entrepreneur. Même si vous êtes retraité, vous pouvez être entrepreneur. Même si vous êtes
même si vous êtes chômeur, vous pouvez être entrepreneur. Et c'est ça que je trouve intéressant. En fait, c'est un statut qui permet de se sortir de la merde quand on est vraiment au fond du gouffre. C'est quoi? C'est un don? Normalement, les dons étaient désactivés. Bon, merci pour le don, mais je croyais qu'ils étaient désactivés. En fait, pour la résilience financière, on peut voir ça de deux façons. Soit on cherche à augmenter ses revenus, soit à réduire ses dépenses et produire ce que l'on va consommer. Non, oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça en plus. D'ailleurs, j'allais en parler. Moi, je fais les deux en parallèle, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que ma démarche, j'ai d'abord commencé par réduire mes dépenses. Je réduis mes dépenses, et chaque chose que je ne dépense pas, c'est pas seulement une démarche financière. On parlait de résilience, de préparation à un effondrement, à tout ce que vous voulez. Chaque chose où je mets pas de l'argent, c'est quelque chose où je suis pas dépendant du système pour vivre. J'en ai pas besoin. Si ça fonctionne pas, je m'en fous. Ça change rien pour moi, quoi. Mais il y a un deuxième aspect, c'est qu'une fois qu'on a diminué ses dépenses, on peut augmenter ses recettes petit à petit. On peut faire en sorte d'avoir un peu plus de sous. Et moi, c'est une spécificité française, ce truc, ce statut un peu à part. D'abord parce qu'au niveau fiscal, il permet de payer quelque chose à côté de son impôt sur le revenu. Ce qu'on va payer en tant qu'auto-entrepreneur, l'impôt qu'on va payer, on va pas le payer sur notre impôt sur le revenu. On va payer une somme forfaitaire et ça va se mettre à côté. Ce qui permet de pas naviguer d'une barre à l'autre d'impôt sur le revenu, en fait. C'est, comment dire, vous savez, il y a des tranches dans l'impôt sur le revenu français. Quand on dépasse certaines sommes, on passe de 11 à 14, à 30%, à 50%, et l'impôt augmente. Vous pouvez avoir un métier salarié, rester dans une tranche basse et puis exercer en tant qu'auto-entrepreneur, payer vos impôts légalement et sans que ça soit catastrophique, quoi. Vous allez payer 25% d'impôts sur ce que vous faites en auto-entrepreneur et vous allez payer 14 ou 33% sur ce que vous faites en salarié. Voilà. Je vais pas monopoliser la parole, mais je parlais de ce truc-là d'auto-entrepreneur. Expliquer comment moi ça m'a été utile dans ma vie, parce que moi financièrement j'ai vraiment été dans la galère, mais grave quoi, vous voyez. Et c'est en travaillant par l'entrepreneuriat que j'arrivais pas à retrouver de travail en plus, vous voyez. Trouver un travail, ça dépend pas de soi. Devenir entrepreneur, ça dépend que de soi. C'est-à-dire que sur le marché du travail, tu n'arrives pas à trouver ta place. Très bien, mais tu peux toujours faire une entreprise et essayer de gagner un petit peu d'un petit quelque chose en faisant une entreprise. Faut pas te planter, parce que si tu te plantes et que tu es déjà dans la merde, c'est compliqué. Il faut faire un modèle où tu n'as pas trop de dépenses, quoi. Mais c'est vraiment une solution, mais les gens sont extrêmement critiques. Il y a beaucoup de gens, notamment à gauche, qui sont critiques du statut d'auto-entrepreneur parce qu'ils disent que ça rend les gens plus précaires. Dans la pratique, c'est pas vrai. Vous dites ça parce que vous êtes riche, mais les gens qui sont dans la merde financièrement, moi je l'ai été et je connais plein de gens qui l'ont été, ça leur a permis de s'en sortir. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont très critiques, par exemple, à l'égard de, comment ça s'appelle, les trucs de voiture, là où on a une application Uber. L'Uber, voilà. L'Uber, il y a des gens, ils n'arrivent pas à trouver d'emploi, ils ont rien. S'ils n'avaient pas Uber, en fait, ils n'arriveraient pas à trouver leur place, en fait. Et Uber, c'est de la merde, c'est terrible, ça prend des marges énormes, mais ça leur donne un début de liberté. Et avant, ils n'en avaient pas. Voilà. Bref. Oui, c'est très juste, hein, parce que. Ouais, c'est faut peut-être couper le micro. Ouais. Mais je pense que tu as tout à fait raison. Ce qu'il faut, et c'est une notion qu'il faut développer un peu plus, je pense, c'est la notion de résilience et d'acquisition de compétences, justement. Parce que ça permet justement de pouvoir en fait acquérir des compétences, des connaissances qui vont réduire ce besoin en argent, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et c'est ce que j'essaie de développer, et Steven aussi, sur sa chaîne, tout comme toi, Björn. Et c'est justement inciter les gens à prendre conscience de ça. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas fabriquer de l'argent, créer ton propre métier, bien que à travers l'auto-entrepreneuriat, c'est une solution effectivement, mais acquérir ces compétences, savoir par exemple réparer toi-même ta voiture, c'est une super compétence qui va te permettre à terme de faire des économies d'argent, etc. Et comme l'a dit également Pierrot, il y a des métiers ou en tout cas des besoins qui ne disparaîtront jamais.
Et se former à ces métiers-là, quand on a en tête un effondrement systémique possible, c'est entre guillemets miser sur soi. Se former, c'est miser sur soi. Apprendre, c'est miser sur soi. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important et que là, les gens commencent enfin à entrevoir. Et justement, tu parlais d'Antoine BM, qui lui a fait donc a monté son entreprise sur cette notion. En fait, il incite les gens à devenir à leur tour entrepreneurs, à devenir formateurs pour l'essentiel de sa clientèle. Et en tout cas, moi, je trouve ça vraiment très pertinent comme vision des choses, comme possibilité de devenir indépendant financièrement. Je sais pas, ça mixe un peu toutes les idées, mais moi, c'est la vision que j'ai de l'entrepreneuriat. C'est développer des connaissances qui, après, peuvent permettre de produire son argent, en fait. Mais d'abord, voilà, on a un besoin, 1 égale 0, un besoin, plusieurs solutions. Voilà, selon les sensibilités survivalistes, à vous de voir, mais voilà, 1 égale 0, un besoin, plusieurs solutions. Voilà, pour être résilient. Ouais, mais juste une petite remarque. Steven va parler, mais juste une petite remarque. C'est pas un truc survivaliste, ça. 1 égale 0 et 2 égale 1. C'est un truc de ma grand-mère, c'est un truc de tous les anciens, c'est un truc de la tradition. C'est pas les survivalistes ils ont pris ça et c'est normal qu'ils l'ont pris parce que quand on est dans la prévoyance, il faut prendre en compte les choses qui vont pas. Mais c'est quelque chose qui était naturel avant. Voilà, pardon. Excuse-moi, Steven, t'allais parler. Non, ce que je voulais dire, je voulais rebondir et dire un truc simple pour ceux qui nous écoutent, c'est que vous n'êtes pas conscient en fait de ce que chacun d'entre vous a acquis des compétences qui sont monnayables. C'est-à-dire, c'est très important de se rendre compte de ça et de savoir que en fin de compte, si tu réfléchis un petit peu, tu peux très bien créer un business qui peut te permettre de créer un emploi. Il y a certains d'entre vous qui vont faire du montage vidéo, d'autres personnes qui vont avoir, par exemple, des facultés avec WordPress. WordPress, c'est un logiciel, un CMS qui te permet de pouvoir créer des sites Internet. Ben, je connais des gens qui font ça en freelance, qui vont démarcher le boulanger du village, la pizzeria du village, et qui leur proposent d'avoir une visibilité sur le net. Et ça, c'est un truc que si tu passes par une agence de com, ils vont te demander 5 000 euros. Or que finalement, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup de personnes qui savent comment créer un site web, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, si toi, tu es raisonnable et que tu proposes tes services aux bonnes personnes, tu peux très bien créer une activité tout simplement en créant des sites pour d'autres entreprises. Tu peux faire, je pense que l'idée, c'est pas de se dire on va faire des thunes pour faire des thunes, mais on va essayer de créer un emploi, générer de l'argent pour que cet outil te permette d'avancer dans ton projet. Et il y a plein de façons de faire ça. Je t'ai donné l'exemple du drone. Je te donne l'exemple de comment ça s'appelle, du site internet. Mais par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Lolo. Je travaillais à la RATP il y a quelques temps, on discutait entre nous qu'on voulait partir de la capitale pour pouvoir nous installer à la campagne. Et 1 an avant qu'on parte, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé un fonds gestif pour pouvoir se former et devenir plombier. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'il a toujours continué à conduire des bus dans sa campagne, mais à côté, pendant 1 an, il a fait une formation où il était avec un plombier pour que dans le cas où, lorsqu'il sera à la campagne, il puisse pouvoir jobber à côté. Alors, on ne parle pas de travail au noir ou quoi que ce soit, hein. Je vous parle juste de pouvoir faire des jobs le week-end, le soir. Je connais quelqu'un d'autre aussi qui pose des clims dans son travail et le week-end, il fait des chantiers à côté, tout en faisant tourner une petite micro-entreprise. Donc, si vous réfléchissez bien et que vous regardez le monde qui vous entoure, vous pouvez très bien trouver une solution pour créer une seconde activité. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, parce que je ne suis pas bricoleur, donc je ne peux pas faire plombier, électricien, les trucs comme ça, mais j'aime beaucoup le web. Le web, Internet, c'est une autoroute pour le créateur qui est fantastique. Tu peux, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent Amazon, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'Amazon, même s'ils ne payent pas d'impôts en France, même s'ils polluent et tout ça, comme Auchan, comme Carrefour, mais les gens se voilent la face, ça fait vivre énormément de micro-entrepreneurs parce que tu peux être vendeur. C'est-à-dire que toi, tu as ton entreprise dans la campagne. Tout le monde sait que pour faire fonctionner une entreprise, c'est l'emplacement qui compte. Or, si tu es mal placé, tu ne vends pas. Avec Amazon ou autre marketplace, la Fnac, Darty, eBay ou autre, eh ben, ça te donne un boulevard comme les Champs-Élysées où tu peux mettre ta petite boutique et vendre tes produits dessus. Donc, si tu te renseignes, si tu peux
tu peux trouver une activité qui va pas te coûter trop cher à développer. Pareil, tout le monde utilise les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez qu'on peut travailler avec les réseaux sociaux? Tu peux générer une activité là-dessus. Le métier de community manager, il y a quelques années, ça n'existait pas. D'accord? Et que maintenant, tu payes des formations pour qu'on t'apprenne à utiliser les réseaux sociaux. Et les entreprises ont besoin de community management pour pouvoir communiquer avec leurs clients, communiquer avec leur entreprise. Et ça veut dire que le travail des gens, c'est d'être sur Instagram, sur Facebook, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que maintenant, si tu t'intéresses à développer tes compétences en utilisant des logiciels pour t'améliorer sur Internet, tu peux avoir un travail, te générer ton propre travail. Et dans quelques années, tu vas voir qu'il y a des entreprises, il y a des écoles qui vont créer des formations pour apprendre à d'autres ce que toi, tu sais faire et que tu as appris en autodidacte. Mais c'est le début. Donc, c'est maintenant qu'il faut te renseigner, il faut être curieux, il faut regarder partout. Il ne faut pas se cantonner à… on est sur la thème de l'autonomie, survivaliste, prévoyant. Il ne faut pas regarder que ça, il faut être curieux. Il faut vous intéresser à plein de trucs, plein de logiciels, et tu verras que tu vas pouvoir créer une opportunité. Je pense que c'est vraiment un truc important qu'il faut, c'est être curieux et développer son activité. Amazon aussi te permet de pouvoir auto-publier un livre. Tu peux écrire des livres sur n'importe quoi si tu as des compétences. Et tu l'auto-publies toi-même. Tu es maître de ton destin. Il faut juste te renseigner, de savoir ce qui se fait pour pouvoir développer quelque chose qui te permettra de pouvoir mettre des sous de côté pour acheter un terrain par la suite ou une installation solaire ou autre chose. Ouais, je vais rebondir sur un truc que j'ai trouvé intéressant que tu as mentionné, Steven. En fait, c'est ne pas faire un seul truc. C'est-à-dire avoir une entreprise dans un domaine, même si tu as une entreprise, faire un autre truc à côté. Moi, c'est comme ça que j'ai compris ce que tu as dit. Et en fait, c'est un truc aussi que j'ai regardé une vidéo il y a quelques jours d'un type qui est maraîcher là dans une. Il est maraîcher, il vit dans une tiny house, le mec, et il fait la liste de ses dépenses et de ses recettes. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est sur ses recettes, il a 4 ou 5 points entrée d'argent différents, dont un truc, ça 50 € par mois, il fait des massages. Tu vois, c'est un truc à la con. Mais bon, pourquoi pas 50 € par mois, sauf que 50 € plus 100 € d'un côté, plus 300, plus 400, à la fin, il fait la somme de tout ça, ça lui fait quasiment 1200 € par mois. Et 1200 € par mois en ayant une vie dans laquelle il a beaucoup de temps, quoi. En fait, on est… Comment dire? Mais moi, c'est un truc que j'expérimente par moi-même. Je dois avoir 4 ou 5 sources de revenus différents. C'est pas des sources importantes. Mais s'il y en a une qui disparaît, ouais, bon, ben, c'est pas grave. Il y en a d'autres. Je mettrai plus le taquet sur un autre truc. Moi, ce que j'aime pas dans le salariat, c'est cette forme de dépendance où pour manger, juste pour manger, hein, t'es dépendant de quelqu'un qui, du jour au lendemain, il peut dire stop, en fait. Ton boulot, tu peux le perdre. Et la première forme d'effondrement individuel qu'on connaît maintenant avec la fin des classes moyennes, ben, c'est juste des gens qui perdent leur travail. Et puis parfois, c'est catastrophique. Tu perds le travail, ta femme te quitte en même temps. T'as une cumulation de trucs. Tu peux avoir un souci de santé qui t'arrive. Bon, quand il y a tout qui s'accumule, ben, si déjà financièrement, tu peux te mettre à l'abri, voilà quoi. Alors, il y a quelqu'un qui me pose la question, est-ce que que si je vendais sur Amazon, moi, je ne vends pas sur Amazon, mais il m'arrive sur certains trucs de mettre un lien Amazon en description de mes vidéos. Ça rapporte pas des masses, mais ça fait quand même… Ouais, toi aussi, Steven? Oui, c'est de l'affiliation. En fait, je trouve que c'est intéressant, parce que l'affiliation te permet d'avoir des petits revenus comme ça. C'est des cacahuètes, hein, c'est pouillé. Hein. Ça t'apporte 2-3%. Et ça coûte rien à la personne qui utilise ton lien. Donc, c'est très bien. Pour commencer, du moins. Oui, puis c'est ce que je dis, c'est la somme. Après, tu fais la somme de petits revenus comme ça sur plein de trucs, et puis à la fin, tu arrives à beaucoup. Surtout si, et on en revient au point par lequel on a commencé, surtout si tu réduis les dépenses. C'est-à-dire que si tu fais… moi, je dois être… bon, là, en ce moment, j'ai un peu augmenté, parce que sur la bouffe, je suis pas bon, mais je dois être à environ 300 € par mois. J'ai fait presque 2000 € de revenus le mois précédent. Donc ça me fait 1700 € qui me restent. c'est bon, quoi. Mais parce que j'ai 4 ou 5 trucs différents, quoi.
Et si je me plante sur un truc, c'est pas grave. Il y a quelqu'un en haut qui disait dans les commentaires, oui, mais Amazon peut te bloquer. Ouais, bah si Amazon me bloque, je m'en fous. C'est pas grave, ça me fait perdre Amazon. Si YouTube, il y a un truc, par exemple, sur YouTube, les gens comprennent pas que je monétise pas énormément ma chaîne, mais en fait, c'est une liberté. C'est-à-dire que j'en ai rien à foutre. Ça me permet de dire en ce moment, YouTube fait une campagne de censure énorme. Il y a un YouTuber que j'adore qui s'appelle Leafy Izir, qui a été, peut-être vous suivez pas forcément le YouTube mondial, mais au niveau mondial, ça a fait, tout le monde en a parlé, qu'il se soit fait censurer, puis même PewDiePie en a parlé. Il avait 5 millions d'abonnés. Du jour au lendemain, ils ont supprimé sa chaîne. Et ils ont supprimé sa chaîne parce qu'il a fait une vidéo peut-être pas très sympathique sur une streameuse qui s'appelle Pokémon. Et tout ce qu'il a fait dans sa vidéo, c'est dire que Pokémon, en fait, elle avait un petit copain. Voilà, c'est tout. Il a fait un outing d'un élément de sa vie privée où la nana, elle monétisait de discuter avec des mecs. Et en fait, lui, il a dit, elle vous fait croire, elle vous fait croire monts et merveilles, mais en réalité, elle a un copain. Et donc, ce mec-là, 5 millions d'abonnés, sa chaîne a été fermée. Et pour lui, c'était chiant parce que 5 millions d'abonnés, c'était sa source de revenus. Il vend des t-shirts, donc le lien sur ces t-shirts était en dessous des vidéos. Tous les liens ont été supprimés, donc il vend plus de t-shirts. Tout s'est écroulé d'un coup. Moi, j'en ai rien à foutre. Si ma chaîne de YouTube, elle ferme demain, ça me fait chier au niveau culturel parce que c'est un bon outil de propagande, mais au niveau financier, ça représente pas une part énorme de mes revenus, quoi. YouTube, c'est pas, c'est mon travail, mon entreprise, elle me rapporte plus, quoi. Voilà. Juste un truc, je voudrais rebondir parce que je regarde les commentaires et je vois il y a beaucoup de personnes qui disent oui, Amazon ceci, Amazon cela. Mais en fait, vous vous rendez compte que vous jouez à un jeu d'hypocrite en fait, parce que vous êtes en train de sortir qu'Amazon ça pollue, Amazon ceci, Amazon cela. Mais qu'est-ce que vous faites sur YouTube en fait? Parce que vous croyez que YouTube ça pollue pas? Pour héberger ces vidéos, le service, le trafic, les serveurs, les bâtiments, vous croyez que ça pollue pas? Il y a des personnes qui aiment bien donner la leçon et dire ceci, cela. Moi, personnellement, je pense un truc, c'est que tant que le système fonctionne, moi, je vous rappelle que perso, je suis survivaliste. Hein. Donc, comprenez bien un truc, c'est que moi, tant que le système fonctionne, je fonctionne avec le système, tout en ayant un pied prêt à en sortir. D'accord? Je sais pas parce que je fais de l'affiliation sur Amazon ou parce que je monétise mes vidéos que ça enlève de ce que je pense vraiment. Il faut bien comprendre, faut justement utiliser le système comme le système vous utilise et arrêter de partir sur des faux débats qui n'ont pas de sens. Auchan, Carrefour, c'est des entreprises françaises, mais leurs dirigeants, vous savez où ils habitent? Ils habitent pas en France, ils habitent en Belgique et en Suisse. Donc cette histoire de ils ne paient pas d'impôts, ça n'a pas de sens. Parce que eux non plus, ils ne paient pas d'impôts. Du moins pas d'impôts comme ils devraient le payer. Vous comprenez un petit peu ce que je veux vous dire? Donc réfléchissez un peu avec vos commentaires qui n'ont pas de réel intérêt, parce que le fait de travailler avec ces entreprises pour pouvoir grappiller un petit revenu par-ci, par-là, à côté, lorsque par exemple je vais acheter ma nourriture, je vais privilégier des acteurs locaux. D'accord? Je vais aller voir un agriculteur pour me fournir en légumes. Je vais aller, pareil pour la viande, etc. Je vais voir un boucher local qui travaille avec des gens dans la région. Je fais à part des choses. Maintenant, si jamais mon ordinateur tombe en panne, mon frigo tombe en panne, je ne vais pas trouver un éleveur local qui va me sortir un ordinateur de son arbre. D'accord? On ne fait pas pousser les frigos. C'est fait par des enfants en Asie et c'est une réalité. Donc, soyez un peu honnête avec vous-même au lieu de vouloir donner avant de vouloir critiquer ce que font les autres. Essayez et vous verrez. C'est pas si simple que ça. Hein. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Je veux rebondir là-dessus, surtout au niveau éthique. Je lisais un truc quelqu'un un peu plus haut qui comparait. Parce qu'on a échangé un petit peu sur YouTube avant. Alors malheureusement, il faut savoir qu'on ne peut pas parler librement sur YouTube, donc je ne vais pas pouvoir vous dire très exactement ce que je vais vous dire. Mais au niveau éthique, vous ne pouvez pas comparer Amazon et YouTube. Enfin, Amazon, ce sont des anges à côté de YouTube. Au niveau éthique et au niveau YouTube et Google, encore une fois, je peux pas parler. C'est con, je peux pas vous dire exactement ce que je voudrais vous dire, mais renseignez-vous. YouTube est un monstre. YouTube, c'est le mal. En ce moment, YouTube, c'est vraiment le mal. Bref, voilà. C'est le mal précisément parce qu'on n'a pas de liberté d'expression sur cette plateforme.
Parce que la liberté d'expression, deepfake va te faire enculer. Voilà, bloqué. Oh, purée. Euh, Ah, je tiens à dire un truc aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent, mais n'oubliez pas un truc, il y a plein de plateformes à côté qui vous proposent de pouvoir créer du contenu vidéo, faire une autre chaîne sur d'autres plateformes qui ne monétisent pas. Pourquoi vous n'y êtes pas finalement? Parce qu'il n'y a personne là-bas. Juste un truc qu'il faut savoir, c'est que depuis le novembre 2020, toutes les personnes qui disent, soi-disant, je ne vais pas monétiser ma chaîne YouTube, sachez quand même qu'à partir de maintenant, même que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, il y aura des pubs sur vos chaînes. Donc c'est un truc à savoir. Donc si ta chaîne elle génère des revenus et que tu ne les prends pas, YouTube va diffuser des pubs sur ta chaîne et va engranger 100% de tes revenus. Donc maintenant, si ça pose problème, il ne faudra plus rester sur YouTube. Oui, Steven, tu as tout à fait raison. Je me permets d'intervenir. Il y a le constat qu'il est. Hein. La censure, elle existe vraiment. Et voilà, YouTube, c'est pas notre entreprise. Du jour au lendemain, on peut se faire saquer. Et moi, ce que j'essaye de mettre en place depuis quelques années maintenant, c'est de créer mon propre réseau. C'est-à-dire que les gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube et qui sont vraiment intéressés par mon contenu, ils m'ont donc communiquer leur adresse mail et quand j'ai quelque chose à dire justement qui ne peut pas passer sur les ondes de YouTube, je le fais directement par mail. Et c'est, je trouve, une excellente façon de pouvoir continuer à communiquer avec ceux qui te suivent vraiment, tes vrais followers. Et puis après, voilà, tu montes ton propre réseau. Parce que si du jour au lendemain, je me fais virer de chez YouTube, eh ben, j'ai toujours ma base solide, en fait, que je peux contacter, avec qui je peux indiquer que j'ai une nouvelle chaîne ailleurs ou un nouveau moyen de communication, etc., via le mail. Et ça fonctionne très bien. J'ai eu d'excellents retours par ce biais-là. Et on en avait déjà parlé, Björn, il me semble. Le mail reste quand même oui, le mailing. puissant. Il y a un écho, Nicolas, si tu peux couper ton micro. Voilà. Oui, tu m'en avais parlé du mailing. Ouais, je remets une petite claquounette à YouTube. Non, sur les histoires de monétisation, il faut savoir que y a deux choses. D'abord, la première, c'est que ce que vous ne percevez pas, c'est qu'il y a des vidéos qui sont monétisées par YouTube par un truc que vous connaissez pas, vous les spectateurs, c'est YouTube Red. Et il y a des gens qui disent oui, moi je ne mets pas de pub sur YouTube, ils perçoivent des revenus YouTube Red en fait. Ce sont des revenus de gens qui payent une souscription de 10 € pour ne pas avoir de pub. Donc c'est vraiment pervers. Si vous voulez, c'est la différence entre TF1 et Canal+. Sur TF1, vous allez avoir un contenu qui va être financé par la publicité. Sur Canal+, vous allez payer un abonnement pour pas avoir de publicité. Mais c'est la même chose. Dans les deux cas, il y a une transaction financière. Simplement, vous ne vous en rendez pas compte. Et sur YouTube, vous rendez pas compte lorsqu'il y a quelqu'un qui vous dit ah oui, moi je monétise pas ma chaîne, je patati patata. Soit il touche pas l'argent il rentre. C'est l'argent de YouTube Red rentre, il est comptabilisé. Donc soit le type il l'encaisse pas, ça paraît bizarre. Il l'encaisse pas, il le donne à YouTube. Moi, je suis curieux sur ça, les gens qui disent ça, parce que ça veut dire quoi, l'argent, si tu as eu 80 € de YouTube Red, c'est fait quoi, tu les laisses à YouTube ou tu les prends, en fait? Parce que si tu les demandes pas à YouTube, YouTube va les garder. Moi, je suis toujours très curieux sur ces gens qui disent oui, moi, je monétise rien. Ça veut dire qu'ils donnent l'argent à YouTube. Vraiment. Ça, c'est le premier point. Pardon? L'argent, c'est ouais, mal. c'est ça. Moi, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y en a qui sont pas honnêtes là-dedans. Il y en a un dont je sais qu'il est honnête, c'est Anal Génocide. Voilà. C'est le seul qui, à ma connaissance, est honnête, c'est-à-dire il aime pas la pub, il a coupé les pubs et il ne monétise pas sa chaîne. Et voilà. Mais ça fait un seul. Oui, mais et puis voilà. parce que bientôt YouTube va mettre quand même des pubs sur les personnes qui monétisent pas. Oui, mais lui, il a des pubs. Mais même moi, pareil, sur des vidéos. Moi, j'ai des pubs sur des vidéos. C'est pas moi qui touche les revenus. C'est parce qu'en général, j'ai récupéré soit un petit bout de musique, soit un truc d'une grande chaîne, en fait. Et ils monétisent ma chaîne. Ils mettent des pubs, mais c'est pas moi qui touche l'argent des pubs, en fait. C'est même s'il y a que 15 secondes dans la vidéo, tu vois. La vidéo, elle va durer 15 minutes. Mais c'est quand même le genre BFM, par exemple, qui va toucher
l'argent. Voilà. Bref. Bon, après, je oui. parlais. Ouais, non, pas, je t'en prie, Steven. Non, après, moi, j'ai parlé du monde du web parce que moi, c'est un truc que j'aime bien. Je trouve ça c'est facile à mettre en place et c'est pas trop compliqué. Mais comme je l'ai dit, tu peux très bien développer quelque chose de par ta passion. Ta passion ou des compétences que tu as acquises, que ce soit des compétences que tu as apprises au travail. Tu peux utiliser le fonds GESIF, je ne sais plus si ça existe, mais tu peux utiliser le CPF pour te former, pour apprendre des nouvelles compétences, pour pouvoir après que ça puisse te servir pour créer quelque chose. S'il y en a qui veulent pas parler de YouTube, il n'y a pas de problème, moi je m'en moque. Mais ce que je veux dire, c'est que je vous donne juste des pistes en fait, pour que vous puissiez tenter le coup. Moi personnellement, il n'y aurait pas eu ça, je vous dis clairement, hein. J'étais prêt pendant un moment à aller sur le marché et, euh, et cuisiner les trucs dans ma cuisine et les vendre sur le marché. Parce que je me suis dit, bah, même si je prends 100 euros, 4 images dans le mois, mais ça me fait toujours ça que je peux mettre de côté pour mon futur projet. Donc, je me rappelle à un moment donné, Nicolas il pourra confirmer, il y a de ça quelques années, je lui avais dit, bah écoute, on a besoin de financer pour pouvoir créer du contenu sur nos chaînes. Ça me fait rigoler. Je sais pas si c'est l'anecdote à laquelle je pense. Et je lui avais dit, bah écoute, c'est la fête de la musique, on va prendre une table pliante, on va prendre un barbecue, on va acheter 30 kilos de merguez et on va vendre des sandwichs dans la rue. Mais parce que en fait, c'était histoire de pouvoir vendre, de, de se sortir le doigt du cul, entre guillemets, et d'essayer de faire quelque chose pour pouvoir produire, nous payer nos voyages, qu'on va faire des reportages, acheter du matériel, mais c'est de la débrouillardise en fait. Il faut juste que tu réfléchisses à quelque chose pour pouvoir financer tes projets. Donc tous les moyens sont bons à mon avis. Oui, comme on dit aux Antilles, débrouillard pas péché. Être débrouillard, c'est pas un péché. Et C'est ça, justement, là, Steven et moi, on a un peu parce qu'on est des Iliens, on va dire, tous les deux. Et donc, je crois que c'est dans nos gènes, quoi, la débrouillardise, voilà, faire des petits jobs, des petits trucs comme ça, là, c'est ancré en nous, quoi. Mais il faut toujours chercher à le développer. Quand tu as un talent, voilà, pousse. Ou quand tu sais faire quelque chose, essaye d'en tirer profit, quoi, pour pouvoir justement te rendre plus autonome et indépendant, résilient. Tout le monde nous demande de laisser parler Pierrot. Pierrot, je suis obligé de te unmute là parce que. Bah écoute, j'écoute et je suis d'accord avec ce qui est dit. Quand on n'a rien de plus à dire, on fait. Okay. En revanche, là j'ai un truc là. Donc on avait dit 1h30. Ah ouais, désolé. Bon. Voilà, mais je vais y aller. On va arrêter. Alors, si on fait un tour de table pour finir, et puis ouais. Nicolas, on est chez toi, tu gères. Hein. C'est pas à nous de te dire quoi que ce soit. Je disais, si vous avez quelque chose à dire, on termine, et puis sinon on va couper le live comme ça, brutalement, violemment. Non, juste une petite phrase. On avait dit aussi qu'on essaierait d'évoquer rapidement les réseaux humains. On a parlé pas mal de compétences là, dans la seconde partie de ce live, et je pense aussi que c'est important de souligner que c'est une chose qui permet justement d'être le plus résilient et de pouvoir faire face à un effondrement éventuel, en tout cas à venir. Et donc voilà, on ne peut pas acquérir toutes les compétences. Et savoir s'entourer de personnes qui sont en capacité de les transmettre ou qui les ont acquises, c'est aussi quelque chose qui, à mes yeux, en tout cas, est très important. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire sur les réseaux humains et les interconnexions. Voilà. Ok. Eh ben, sur peut-être tout d'abord, je vous remercie de l'invitation, peut-être à refaire. Et comme on parle d'entrepreneuriat, je vous fais un peu de pub. Rejoignez-moi sur Patreon, sur ma chaîne également. Et puis continuons ce dialogue. Peut-être que Björn et Steven et Nicolas, je vous renvoie à l'invitation peut-être d'un live sur ma chaîne également. Ce serait sympa. Et puis à très bientôt. Et merci. Oui, et puis Pierrot a également écrit un bouquin qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique et que vous pouvez acheter sur Amazon. On mettra le lien affilié en commentaire.
5 millions de dollars pour chaque achat en commission à celui qui Voilà. Bon. Steven, un mot de la fin? Oui, en fait, dans ce live, on voulait parler de l'effondrement et de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup compris la démarche. C'est un peu dommage. Moi, je voulais juste expliquer qu'il y avait des solutions et que c'était pas. C'est pas parce qu'on fait une démarche de tendre vers l'autonomie qu'il faut pas essayer de pouvoir générer une source de revenus supplémentaire. C'était là l'idée. Hein. Je pense que tout le monde n'a pas compris. Il y en a qui pensent que je suis un marchand de tapis ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le cas. Ce que je dis, c'est que tu dois être débrouillard dans la vie si tu veux atteindre tes objectifs. Donc, c'était juste des pistes que j'évoquais avec vous pour vous inspirer. Après, à vous de faire vos recherches et d'essayer de pouvoir arriver à vos projets, financer vos projets, parce on vit dans des pays où c'est pas facile et tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir s'acheter un terrain, acheter une maison à la campagne, mais on peut se donner les moyens pour essayer d'évoluer et d'avancer sur notre projet. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. Ciao et prenez soin de vous. Eh bien, à plus. Et puis c'est terminé. Quittez pas Pierrot, Steven, tout ça. On reste entre nous après. Et ben voilà. À une prochaine. Il y a 2 prochains lives qui vont arriver, mais je vous tiendrai au courant. Ciao. Ciao les gars.